Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan, match nul un but partout entre le Milan et la Fiorentina hier soir à Artemio Franchi, but de Rebic à la 56e, égalisation de Pulgar sur penalty à la 85e. Nous revenons sur ce match aujourd'hui avec Nico, Roland et Aristide, salut à vous. Ciao. Bonsoir. Ciao. Alors Nico, le moins qu'on puisse dire c'est que le match fut animé en partie par l'arbitre. Ben, c'est malheureux, mais c'est ce qui ressort de ce match. De grosses erreurs d'arbitrage en défaveur du Milan. Comiso s'était plaint après le match contre la Juve. Il avait pleuré. Ben, apparemment, ça a un peu fonctionné aujourd'hui. Enfin, hier, en tout cas. Pour moi, le but d'Ibra est pleinement valable. Alors, je sais qu'une main offensive, en général, est censée signaler faute. Mais vu qu'elle est dans le sens contraire du jeu, et qu'en plus on voit que j'ai même du mal à imaginer qu'il touche peut-être, c'est pas, on n'est pas garanti qu'elle touche complètement le bras derrière Ibra, c'est pas ça qui lui permet de marquer le but, et derrière tu as ce penalty qui franchement est plus que litigieux, selon moi, et même quand on regarde tout début de l'action, Romagnoli enlève le ballon du pied de Cutrone. Donc bon, bref, sinon j'ai trouvé que le Milan va quand même beaucoup mieux, voilà, même si on se demande comment, en dehors de l'arbitrage, comment à 11 contre 10, tu peux te liquéfier comme ça les 15 dernières minutes et ne pas gérer le match. Mais tout ce qu'on a vu avant, il y a quand même du mieux. Je m'ennuie beaucoup moins en regardant les matchs. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'erreurs techniques, beaucoup plus de justesse. Et je t'avoue que après, quand on a l'émission qu'on avait fait lors de l'arrivée de Pioli, pour moi, la saison était complètement foutue. Et ils ont, mine de rien, ils ont réussi à nous la relancer un petit peu. Alors, à un petit niveau, hein, on n'est pas non plus à fond tous les week-ends, mais il y a quand même un intérêt de nous voir regarder ces matchs du Milan. Et c'était pas gagné à ce moment-là. Voilà. Oui, alors sur Romagnoli qui enlève bien le ballon, effectivement il fait son travail correctement. J'ai vu que certains supporters lui étaient tombés dessus. Il ne fait pas faute, il intervient parfaitement. Juste Cutrone qui joue encore mieux le coup, à l'italienne d'ailleurs, j'y reviendrai. Hein, Et la Roland, tu VAR, peux. Pardon. regarde, la VAR n'a pas été consultée pour le penalty. Hein. Oui, c'est vrai, très juste. Alors moi, la VAR, je suis contre, hein, par principe. Moi aussi, J'estime qu'il faudrait la mais supprimer bon, parce que je trouve que ça fait des arrêts de jeu pas possibles et que les matchs durent beaucoup trop longtemps. Surtout les matchs du Milan, ça devient lassant. Mais effectivement, l'attitude de l'arbitre a été exécrable, je suis d'accord. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Romagnoli n'est coupable en rien. D'ailleurs, il fait plutôt un bon match. Roland, tu peux nous, en plus de ton sentiment bien sûr sur le match, nous rappeler cette règle que moi j'ignorais, hein, c'est-à-dire que j'avais toujours pensé que le bras le long du corps, s'il peut pas le mettre ailleurs, son bras à Zlatan, au moment où ça lui touche, eh bien, on est obligé de siffler quand même la main. Bah écoute, c'est globalement ce que j'ai saisi depuis que le VAR a été installé en Italie. Il y a eu toujours beaucoup plus de débats, presque plus après l'installation du VAR qu'avant la mise en place du VAR. Et c'est vrai que les règles qui ont plus ou moins été développées pour cette nouvelle saison, d'après ce que j'ai compris, maintenant, une main, peu importe laquelle, ce sera forcément faute. Notamment dans la surface de réparation, quand c'est un défenseur. On l'a vu contre la Juve avec Calabria qui a le malheur pour lui d'avoir un bras en fait Ah ouais. attaché à son corps, et donc le penalty a été sifflé alors que il y a quelques années je pense que ça n'aurait pas été sifflé. Et c'est pareil pour les attaquants maintenant. À chaque fois que l'attaquant apparemment, d'après les règlements que j'ai vu passer, obtient un bénéfice après avoir touché le ballon du bras, c'est forcément faute. Alors, comme l'a dit Nico, est-ce que Ibrahimovic touche vraiment du bras? Est-ce que c'est la poitrine? Enfin, sachant qu'il est poussé par le défenseur, en plus. oui, en plus. Mais le fait est que maintenant, la règle dit main, faute. Voilà, main, faute. Peu importe les circonstances, main égale faute. Ouais, Donc, c'est. Ouais, d'accord. au regard de cette règle, bah, l'arbitre a bien jugé. Mais est-ce que cette règle a vraiment un sens? Ça, c'est un autre débat. Et on pourrait aussi approfondir en disant que voilà, peut-être que Ibrahimovic la touche du bras, mais il se fait pousser dans le dos. Derrière, il passe encore trois défenseurs et il arrive à marquer. Alors, est-ce qu'on peut estimer que entre le moment où il marque enfin le moment où il fait le bras, la faute de main, et le moment où il marque, il y a quand même eu d'autres actions, d'autres éléments de jeu qui auraient pu le conduire à perdre la balle, et il a finalement pas perdu la balle. Donc d'une certaine façon, on pourrait dire que ce but aurait pu être valable. Son but est Mais exceptionnel d'ailleurs, et on peut ajouter que la défense de la Fiorentina là-dessus est minable quand même, hein. ah Parce oui, qu'ils se font alors passer en revue, on a l'impression qu'ils sont spectateurs de l'action, hein. moi au début, je me suis dit, quand j'ai vu l'action à vitesse réelle sur le but, et que l'arbitre était allé voir le VAR, je me suis dit, il va consulter le moment où, après le contrôle,
Ibrahimovic écarte d'Albert, je crois. Parce que pour moi, en vitesse réelle, je me suis dit, il fait faute là-dessus. J'avais l'impression qu'il poussait complètement le défenseur pour récupérer la balle. Donc je me suis dit que l'arbitre allait juger là-dessus. Je pensais que l'arbitre allait juger ça, et finalement, il s'avère que c'est pour cette histoire de bras-main. Et effectivement, de ce point de vue-là, l'arbitre, avec les nouvelles règles, les nouveaux règlements, a pris la bonne décision. Mais comme je disais plus tôt, est-ce que c'est vraiment ça le football? J'en suis pas sûr. Pour revenir un peu plus au match de manière générale, je suis pas forcément d'accord avec Nico, parce que j'ai trouvé la Fiorentina vraiment faible, et on l'a pas véritablement mise en danger en fait. Il y a eu une première action de Rebic au bout de 20 minutes de jeu environ, je crois, qui met une tête, mais sans vraiment trop y croire. Ouais, 17ème repoussé par le gardien, c'est ça, ouais. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, en fait, j'ai trouvé. La Fiorentina en a eu quelques-unes aussi, d'ailleurs. Hein. Alors que nous, on avait la balle, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, et à partir du carton rouge, on a reculé, et finalement, j'ai l'impression que sur l'ensemble du match, c'est nous qui avons plus été en danger que nous avons mis en danger la Fiorentina au cours de la rencontre. Surtout en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, je pense qu'on est vraiment meilleur qu'eux, mais en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a la tête repoussée par Begovic à la 53e, il y a la frappe de Vlahovic juste à côté à la 73e, et puis surtout à la fin, la vendange de Vlahovic face au but, après une action de Cutrone à la 92e, qui peut donner la victoire à la Fiorentina. Donc je trouve qu'ils sont beaucoup plus dangereux que nous sur la deuxième mi-temps, alors qu'en première, on était un peu au-dessus. On était meilleur, mais face à une équipe qui était hyper faible en fait. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a fait un bon match? Moi, je suis pas convaincu. J'ai trouvé qu'on avait l'air un peu court physiquement, pas forcément dans le bon rythme. Enfin, certains joueurs étaient pas forcément dans le bon rythme. Donc en fait, il reste que des regrets d'avoir une nouvelle fois reculé alors qu'on était à un joueur de plus. Et à la fin du match, j'avais vraiment l'impression que c'était nous qui avions eu un carton rouge, quoi. Oui, c'est vrai. On a très mal géré cette fin de match. Je suis d'accord, Aristide, qu'en as-tu pensé? Je vais plutôt rejoindre du coup Roland et m'opposer un peu plus à Nico sur ma vision du match. J'ai trouvé qu'on a été un peu plus bousculé qu'à l'accoutumée. D'ailleurs, ça se voit au niveau des statistiques de match. Là, je viens de reprendre les stats de match et effectivement, on a concédé 17 tirs, on en a réussi 9, 6 tirs cadrés pour la Fiorentina contre 3 pour nous, donc on s'est fait globalement dominer. Et il est vrai que c'est quand même étonnant qu'on voit une équipe de Milan qui est quand même meilleure à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10, quoi, parce que l'expulsion d'Albert, de mémoire, c'est à la 62e minute, et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on arrête de jouer. Donc je ne comprends vraiment pas l'état d'esprit de Milan à partir du moment où d'Albert est sorti, puisque au lieu d'avoir un Milan qui essaye d'enfoncer le coup, on a un Milan qui recule. Donc c'est vraiment encore une sorte d'erreur professionnelle, parce que à 1-0, même à l'extérieur, contre une Fiorentina, comme vous l'avez dit, très faible, on doit être capable en 11 contre 10 de garder cette victoire. Et enfin, pour en venir un peu plus à l'arbitrage, alors moi j'ai aucun souci à ce que toutes les mains ou même les bras, etc. soient sifflés dans la surface, hein, même si je suis pas, enfin, à la limite je suis pas fan de ça non plus, mais à la limite c'est pas ça qui me pose problème ce soir, c'est que j'ai toujours l'impression qu'il y a deux équipes, deux règles différentes, quoi. Je suis certain que si la Juve a la même occasion, l'arbitre au pire, au mieux ne va pas consulter le VAR sur le but d'Ibrahimovic. Et oui, mais non, mais c'est toujours pareil, parce que de mémoire, c'est Calvarese, je crois, le nom de l'arbitre. De mémoire, c'est lui qui arbitre déjà Milan. Et ouais, c'est ça, qui arbitre déjà Milan-Juve l'année dernière. Et puis sur un centre de Çalhanoğlu de mémoire, il y a comment il s'appelle ce joueur? Je crois que c'est Alexandro qui glisse et qui fait une main comme au handball, alors que la main est complètement décollée. Donc c'est toujours pareil, les règles. De Montari aussi il y a quelques années. Ah, j'ai un doute, je suis pas certain, peut-être. Non, mais j'exagère, il pas encore. Tagliavento. Alors du coup, à de la mémoire. Alors là, je salue, parce que d'habitude c'est Super Lio qui nous fait l'historique. Mais alors là, je suis épaté. Et je crois que c'est Roland qui vient de dire le plaquage de Colorado sur Souzo l'an dernier. Ouais, c'était lui aussi. Oui, je crois, ouais. Ouais, mais enfin oui, voilà. c'est le même. Moi, j'ai aucun souci avec ces nouvelles règles du football, etc. Même si c'est elles sont de plus en plus contraignantes, mais au moins que les règles soient appliquées à toutes les équipes et pas toujours aux mêmes. Donc, et pareil, le penalty sifflé sur Romagnoli. À la limite, il peut le siffler, moi ça me choque pas plus que ça, mais dans ce cas-là, qu'il siffle aussi la faute concédée sur Hernandez quelques minutes plus tard, et ça fait un péno aussi. Donc voilà, c'est vraiment un arbitrage non équitable entre les deux équipes ce soir que je fustige un peu plus.
D'accord, alors Nico, corrige-moi si je me trompe, mais quand tu parles de supériorité du Milan, tu parlais plus de possession, de fluidité et de maîtrise technique. Là, Hein, j'imagine que tu et- faisais pas le décompte des occasions. non, parce qu'on n'a pas eu 10 000, mais parce que là où je suis d'accord avec ce qu'a dit Roland, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu ce carton rouge, on a cru que c'était le Milan qui était Ouais. à 10 contre 11, mais même plus loin, parce que le carton rouge est pris à la 60e, au passage, besoin de la vidéo pour aller voir au bout de 2 minutes, au moment où Ibrahimovic va tirer son coup franc, voir qu'il y a carton rouge, alors qu'à partir du moment où il siffle, tout le monde voit que Dalbert est dernier défenseur. Ça aussi, ça a mis 4 minutes au moins pour sortir ce carton rouge à Dalbert. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui change la donne du match, c'est l'entrée de Cutrone, qui a apporté à la Fiorentina un autre état d'esprit, parce qu'avant, la Fiorentina ne pressait pas spécialement. Alors oui, elle essayait un petit peu, mais Cutrone, quand il est rentré, a mis un pressing tout de suite, déjà sur les défenseurs du Milan, et a amené avec lui un peu de grinta dans cette équipe de la Fiorentina. Et ensuite, il y a eu le penalty. Et c'est vrai qu'après, quand il y a eu le penalty, c'était impressionnant. On avait l'impression que c'était la Fiorentina qui était à 11 et Milan qui était à 10. Mais Ouais. sans l'entrée de Cutrone, je suis persuadé que Milan ressort avec cette victoire. Tant la Fiorentina était inexistante. Alors peut-être que le Milan, oui, n'a pas eu énormément d'occasions, mais avait quand même la maîtrise du match. Et peut-être s'était laissé endormir. Après, c'était pas non plus à eux de mettre de la folie. On peut regretter. C'est vrai qu'il y avait peut-être moyen de les enfoncer quand ils étaient dans le dur. Et au final, Milan l'a payé cher à la fin du match. Mais on peut aussi revenir sur ces erreurs d'arbitrage qui, mine de rien, il y a eu 2 erreurs assez importantes contre le Milan. Et il y a un moment, ça fait un peu aussi des fois la décision dans ce genre de match. Cutrone qui apporte à la Fiorentina ce que Leao n'apporte pas au Milan, bien entendu. Hein, Roland, je crois que tu voulais en parler un petit peu. Oui, enfin, parler de Coutronnet, c'est vrai que son entrée en jeu a été importante. Je comptais en parler peut-être un peu plus tard, notamment en évoquant les flops côté Milan. Mais ce qu'il a apporté, ce que disait Nico, c'est de l'impact, du pressing, et ça a permis de réveiller la Fiorentina que j'avais trouvé complètement amorphe depuis le début de la rencontre. Et ensuite, c'est vrai que j'ai pas évoqué le cas du penalty. Pour moi, à vitesse réelle, je l'aurais sifflé parce que pour moi, ça faisait aucun doute. Et c'est vrai que plus je vois les images au ralenti, plus effectivement, j'ai l'impression que Romagnoli touche le ballon et fait finalement une super intervention. Même si l'angle dans lequel était parti Coutronnet, je pense pas que ça aurait pu être suffisamment dangereux. Mais ouais, par rapport à Coutronnet, c'est plutôt ce dont on a pu discuter sur son attitude, sur sa façon de faire. Alors moi, j'ai été absolument pas choqué qu'il harangue son public après avoir obtenu un penalty. J'ai absolument pas été choqué par le fait qu'il veuille tirer ce penalty-là. Enfin, j'ai l'impression que certains ont découvert Coutron et en fait, c'est ce joueur-là qu'on avait. C'était un mec qui jouait avec ses tripes, qui jouait avec son cœur. Il a toujours joué comme ça, il a toujours fait comme ça. Que ce soit marqué en amical ou marqué dans un derby en Coupe d'Italie comme il a pu le faire avec nous, bah, il a toujours joué de la même façon. Enfin, j'ai l'impression qu'on lui fait un faux procès. Et quand j'ai pu voir les vidéos d'après-match où c'est le premier joueur à être allé saluer le parquage visiteur avec les supporters du Milan et à être applaudi en retour alors qu'il y allait avant même les joueurs du Milan, bah moi j'ai pas de procès à lui faire là-dessus. On sait tous que ce mec est un grand supporter du Milan. Et franchement, en me mettant un peu à sa place, moi aussi j'aurais envie de tout déchirer encore plus contre mon ancienne équipe quand on voit comment il a pu être traité, quand on voit qu'on a misé sur Piątek qui est déjà parti il y a quelques semaines pour quelques millions au Hertha Berlin. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire à ce sujet. Et qui fait le 1000 au Hertha Berlin. Hein. Il fait le 1000 là, depuis le début. 0 but. Ah ouais, 0 but. bah, tu Et vois. puis Leao, c'est pas beaucoup mieux au Milan. Hein. Bah, Non, c'est mais il vrai faut que le dire, quoi. c'est vrai que depuis que Rebic est revenu en forme, moi je suis bien content qu'on ne voit plus Leao sur le terrain parce que bah, ouais, un joueur indolent comme lui, ça va 5 minutes. Et Rebic est en réussite en ce moment, donc tant mieux pour nous. Oui, c'est vrai que la biche est une vraie satisfaction. Je vais réagir sur Cutrone sur un autre point. Parce que j'ai remarqué, enfin, on avait critiqué son côté un peu plongeuse, hein, comme je l'ai lu sur certains forums. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a plus l'habitude de ce cynisme à l'italienne, hein, puisqu'on a désitalianisé nos clubs. Mais ça faisait partie quand même des principes historiques du calcio. Je veux juste le rappeler. Hein. Tous les moyens sont bons pour l'emporter. Des joueurs comme Inzaghi, Totti, Del Piero, Vialli excellaient dans l'art de la simulation.
et ont rapporté un paquet de points à leurs équipes et on ne s'en plaignait pas à l'époque. Et si Cutrone fait pour Milan hier soir ce qu'il a fait pour la Fiorentina, on est tous très heureux et personne ne crie au scandale. Mais bien sûr. Regardez par exemple le match de Vialli contre Nantes en quart de finale de Ligue des Champions 96, vous allez rigoler. Coco Suodo, qui était l'entraîneur de Nantes à l'époque, du grand FC Nantes Atlantique, hein, qui avait été champion 95, avec Pedro, Sloko, Wedek, Karambuen, Doram, etc. Et qui avait surnommé Vialli le pitre. N'empêche que c'est la Juve qui est passée et qui a remporté la Ligue des Champions face à l'Ajax, si je ne m'abuse, en 96. Pleure Voilà. encore, Donc, non. oui, j'imagine Nico que c'était une grande douleur pour toi, mais c'est simplement pour rappeler quoi. On n'a plus l'habitude vraiment de ça, mais en Italie, moi je trouve que c'est la commedia dell'arte, ça fait partie du jeu, et que les joueurs qui sont capables comme ça de simuler, comme Ravanelli par exemple contre le PSG, j'ai jamais été supporter de Marseille, eh bien rapportent des points à leur équipe, et on a cette culture du pragmatisme et de la gagne à tout prix en Italie que peut-être d'autres n'avaient pas. Je sais que c'est pas très progressiste, private joke, de dire ça. C'est pas contre toi Aristide, t'inquiète pas, dire progressiste c'est un compliment, je le dis au cas où. C'est simplement juste, je tiens à le dire quoi, on n'a plus l'habitude de ça et moi je suis ravi de retrouver ça et bravo à Cutrone d'avoir plongé hier soir pour son équipe, félicitations à lui, même si ça nous fait mal à nous. Mais en plus, pour le coup, peut-être que Romagnoli touche le ballon, Romagnoli touche le ballon, il n'y a pas de doute. Mais je vois pas en quoi Cutrone plonge, puisque Pour moi, il plonge pas non plus. il se fait quand même embarquer par Romagnoli. Ouais, il plonge pas. Non mais c'est ce Donc, qui a été dit sur les forums, je réagis à cela. Évidemment, peut-être qu'ils n'ont pas raison d'avoir dit qu'il avait Donc plongé. pour le coup, moi, il y a absolument pas de vice là-dedans. Il a eu son penalty, bon bah l'arbitre l'a accordé. Effectivement, Romagnoli touche le ballon, mais il emporte aussi Cutrone. Et Ouais. Cutrone derrière, il harangue son public, il joue à domicile, c'est la 85e, t'as l'occasion d'égaliser. Peu importe que ce soit ton ancien club en face, quoi. Exactement. Et je vois, on lui fait un faux procès, Bien sûr. alors que c'est sur les 5 dernières années, je pense qu'on n'a pas eu un joueur comme lui qui tenait autant au club. Donc, Exactement. et sachant comment on l'a traité ensuite, envoyé à 21 ans en Angleterre sous prétexte qu'il ne sait pas contrôler un ballon, mais moi j'aurais les crocs et j'aurais qu'une envie, c'est de marquer un triplé, quoi. Sans vouloir dire qu'on manque de respect à son ancien club. Je pense qu'il rebondira. Mais ça a été dit de Chiesa aussi, hein, d'ailleurs au passage, Chiesa qui a été comparé à Neymar. Et bon alors évidemment, je dis pas que Chiesa est au niveau de Neymar, c'est pas ce que je veux dire, mais simplement en termes de plongeuse, hein, pour reprendre ce que j'ai dit précédemment. Et Chiesa pareil a totalement raison, il faut le faire, si ça peut permettre d'obtenir des pénaltys, des coups francs et de faire gagner son équipe, il faut le faire. Nico, une réaction rapide et puis après Aristide qui attend de s'exprimer depuis 10 minutes va pouvoir également donner son avis. Vas-y Nico. Alors, premier truc sur Chiesa, j'étais comme Théo Hernandez quand il a envoyé une béquille, quand il a pris le ballon. Je pense que j'aurais pu le faire à sa place. Ce joueur m'insupporte au point. Et pourtant il est bon Nico. Je ne vois pas. Je vois un faux grand joueur dans cette histoire. Je pense qu'il est à la Fiorentina. Il pourra peut-être un jour jouer, j'espère pas chez nous, mais dans un Milan qui joue la 6e place, peut-être qu'il aura sa place. Donc, je pense qu'on est très loin du grand joueur qu'on peut imaginer. Il est loin du niveau de son père en tout cas. Ah bah oui, mais dis donc, son père est peut-être pas devenu très bon à 20 ans non plus. Attends un peu, il est jeune Chiesa. Hein. Comiso, on demande 100 millions quand même. On va être loin des 100 millions. Je suis d'accord. Pour ce qui est de Cutrone, il ne faut pas non plus oublier que il est arrivé donc pour 17 ou 18 millions, je crois quand même à la Fiorentina. Il a commencé titulaire, il a reperdu sa place parce que Chiesa est revenu de blessure et Vlahovic s'est mis à marquer. Donc le joueur, quoi qu'il arrive, donc, qui est rentré en cours de match. Même le week-end dernier, il est resté sur le banc. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est normal qu'il donne tout. Après, moi, j'avoue que le seul truc qui m'a dérangé a été le fait qu'il harangue pour après que l'arbitre ait sifflé le penalty. J'avais un petit peu surpris. Après qu'il ait eu envie de le tirer. Bon, après, comme a dit Roland, c'est sa plus grande qualité de tout donner. Je pense que si c'est un joueur qui donne pas tout, je pense réellement que c'est un joueur de bas de tableau de Serie A. Il a 22 ans. Il a 22 ans, laisse-le évoluer. C'est incroyable de vouloir tuer les joueurs Chiesa, Cutrone, on veut les tuer trop tôt. Mais laissez-les évoluer. Ils ont montré des belles choses, ils vont encore franchir des paliers. Ce qu'on lui a fait en l'envoyant en Angleterre, c'est scandaleux. L'année dernière, pareil, le laisser sur le banc alors qu'il finissait à 10 buts après avoir mis Kalinic et André Silva sur le banc. C'est scandaleux de briser comme ça un jeune en pleine ascension. On l'a coupé dans son élan. Donc là, il faut, pour un buteur, qu'il retrouve la confiance, c'est normal, ça va prendre du temps, c'est logique. Mais moi, ce que j'ai vu hier soir, c'est très encourageant. Après, je trouve que 22 ans enterrer un joueur, c'est un peu juste. Hein. Je ne l'enterre pas, je dis juste que sa plus grande qualité quand même à ce joueur, c'est de tout donner sur le terrain et de se défoncer. Ce qui quand même à la base et devrait être la base d'un joueur de foot quand même. Mais c'est pour ça que je dis, si demain ce joueur n'a pas ça, je pense réellement qu'il jouerait dans un club de bas de tableau de Serie A. Bon, il a un sens du but quand même, Nico. Hein. Oui, il a un sens du but, mais il se donne aussi à 10 000%, je te le dis réellement. Je pense qu'il y a des joueurs comme Kalinic qui ont peut-être plus de talent à la base, peut-être sur le
techniquement, mais que vu que c'est des gars qui sont à 30-40% quand ils jouent, sont très très moyenasses, mais c'est pour ça qu'il a réussi aussi à les mettre sur le banc. Mais après, hier, il nous a fait très très mal par son envie, et parce qu'hier, il a joué juste et il est allé chercher ce penalty entre guillemets tout seul, même si pour moi, il n'y avait pas grand-chose. Après qu'il ait eu envie de le tirer, bon, après, c'est normal que le gars a envie de marquer, il a envie de marquer des points au niveau de son coach et son nouveau club. Très bien, Aristide. Non, je voulais juste conclure sur Coutronnet, sur cette occasion avec le penalty, etc. Je pense que ce sera en fait à l'appréciation de chacun. C'est difficile de dire que tout est blanc ou tout est noir sur cette action. C'est difficile de dire que c'est honteux parce qu'il harangue la foule alors qu'il était chez nous avant. Mais comme c'est aussi compliqué de dire oui, mais il a raison de faire ça parce que voilà, on l'a traité d'une mauvaise façon, etc. Donc voilà, il y a un peu de grisaille là-dedans. Il n'y a pas de jugement vraiment. Il n'y a pas de vérité. Après, c'est pas choquant pour moi qu'il harangue et célèbre le but. Ça fait partie du caractère du joueur, comme vous l'avez dit à juste titre. Mais c'est quand même toujours plus classe s'il ne le célèbre pas pour moi. Donc après, est-ce qu'on a été, je reprends ce terme, classe avec lui lors de son départ l'été dernier, tout ça pour faire de la place à un Piontek qui n'est même plus chez nous. C'est une autre histoire, mais voilà, je veux juste conclure sur Coutronnet. Je pense qu'il n'y a pas de vérité là-dedans, c'est à l'appréciation de chacun. En tout cas, il manque. Mais en tout cas, il manque énormément, surtout en 4-4-2 comme ça, il manque énormément aux supporters, il manque en termes de football, en fait, il manque énormément, et je vous rejoins sur le fait que son départ était déjà une mauvaise idée avant même qu'on change de registre ou autre. Et puis la question de l'état d'esprit, effectivement, c'est pas en option. Hein. Moi, c'est ce que j'appréciais chez un Abaté, par exemple. C'est ce que j'appréciais chez un Inzaghi par qui avait rapport à un peut-être encore plus de Leao, talent. là, je rejoins les régressistes par rapport à un Leao. Il n'y a pas de débat. Réactionnaire, il faut dire. Réactionnaire. Et moi, la violence. La violence. Oh, on aime bien, c'est comme ça. Mais moi, je l'assume, un réactionnaire. Tu sais, c'est pas un gros mot pour moi. Mais d'ailleurs, j'en dirais deux mots, parce que c'est vrai que c'est un trait d'ironie qui a été très commenté. Mais tu sais, il faut te réjouir en fait, parce que progressiste, c'est le compliment ultime en ce moment. Le progressisme est en quelque sorte la lumière qui nous guide, pauvres ignorants que nous sommes. Et en matière de football, il est clair que depuis des décennies, il faut prôner l'offensive et les scores fleuves pour être bien vus, hein, et qu'on fait passer le nombre de buts marqués dans un championnat pour un gage de qualité. C'est d'ailleurs pour ça que la Serie A a longtemps été détestée ici en France. On nous parlait de système défensif hermétique, ce qui est pour moi une qualité, de purge, de destruction du jeu, etc. Donc au moment où l'Italie se départit de ses plus atypiques atours, il est logique que ses adversaires s'en délectent. Le truc juste que je dis, c'est que c'est pas italien, quoi. Oui, quand l'autre jour j'ironie sur le sujet, en fait je te critique pas, toi d'ailleurs, si tu te propasses les bancs, tu verras je te félicite, et puis chacun aime ce qu'il veut, c'est pas la question. Je critique juste la désitalianisation du calcio qui est concomitante à sa chute. Il ne faut jamais oublier que les clubs italiens ont construit leur succès sur l'italianité du jeu, dont faisaient partie les systèmes défensifs hermétiques. On a gagné avec ça et depuis des années on perd sans ça. C'est tout ce que je dis, mais à aucun moment je ne critique ton avis. Et puis progressiste, encore une fois, ce n'est pas du tout une insulte, c'est même plutôt un compliment et ça devrait être très bien perçu. Voilà, non, c'est tout ce que je dis. À fait, MJ, pour rebondir juste sur ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as mentionné à plusieurs reprises, on est quand même une communauté française qui parle d'une équipe italienne. Ouais. On habite tous en France, et c'est vrai que, comme tu viens de le dire, la vision du football qu'a la France et envers l'Italie et son football défensif a toujours été critiqué en France, notamment avec des finales de Coupe du Monde ou l'Euro, etc. Mais c'est vrai que les Français ont toujours une mauvaise opinion du championnat italien par le peu de nombre de buts mis par les équipes. Donc quand je dis que c'est un bon point, puisqu'on est la deuxième meilleure ligue du monde à mettre autant de buts, pour moi c'est un point positif au vu de notre communauté francophone et des amis français qu'on a aujourd'hui qui critiquaient de prime abord le championnat italien par son manque de spectacle et de buts, ce qui rejoint un peu ce que tu disais. Très bien, non mais moi il y a aucun souci, je le dis pour certains qui ont réagi à cela en disant que c'était un manque de tolérance de ma part. Non, absolument pas, je dis juste que c'est pas italien, c'est tout, point. Juste une petite anecdote avant de donner la parole à Nico pour les tops, parce qu'il faut quand même qu'on y vienne. En 94, le Milan de Capello, qui met 4-0 au Barça en finale, remporte le titre avec 36 buts marqués et 15 buts encaissés. Voilà, je rêverais qu'on fasse la même chose aujourd'hui. Monsieur Nico pour son top, c'est parti. Dans les tops, je vais faire comme la semaine dernière, je vais remettre Benacer, que je trouve indispensable au milieu de terrain. Je suis franchement, je commence à comprendre voilà la recrue, toutes les louanges qui étaient dites sur ce joueur quand il est arrivé. C'est vraiment un autre joueur depuis le mois de janvier. Aristide disait lorsqu'on a fait une émission contre le Torino, qui toute proportion gardée bien sûr, qui rappelait Marco Verratti dans sa façon de dribbler dans les petits espaces et prendre des risques. Et c'est vrai qu'il a raison, bien sûr, toute proportion gardée. Il y en a quand même un qui joue la Ligue des Champions,
même s'il passera peut-être jamais les huitièmes de finale. Et il y en a un qui joue au Milan AC. Ensuite, en 2, Castillejo, qui a fait un match franchement intéressant autant offensivement que défensivement. Offensivement, c'est lui qui donne cette belle ouverture sur comment ça s'appelle, sur Rebic, qui est même surpris de ne pas se retrouver hors jeu parce qu'en fait, t'as l'impression, il regarde l'arbitre de touche pendant 30 secondes après pour se dire mais j'étais pas hors jeu en plus. Et pareil, il y a eu un autre bon ballon bien senti qu'il a donné. Enfin, il est très bon dans les changements de jeu et dans ces longues ouvertures. Il y a des c'est assez. Il avait fait déjà contre le Torino aussi et je sais plus lors du derby. Alors, à voir si c'est. J'espère que ce sera pas comme Soso qui ne fera pas toujours la même chose, qui sera assez varié son jeu. J'ai l'impression quand même qu'il aime bien. Oui, on va... parce que pour l'instant il a très peu joué, donc bientôt vu qu'il devient un titulaire indiscutable actuellement, peut-être que les équipes vont pouvoir apprendre à le contrer un petit peu. Mais en tout cas, il est très intéressant et c'est vrai que ça change de l'ancien espagnol qui était là, Soso. Donc voilà, et défensivement il revient énormément. Donner un coup de main. Quand il sort, on voit quand même qu'il il finit rarement les matchs, il sort quand même assez cramé, il se dépense, et je reste quand même à dire que par rapport à l'année dernière, on est sur un autre. Je pense que le joueur s'est peut-être aussi adapté un peu à ce foot italien, parce que l'année dernière, il avait eu quand même quelques fois sa chance, et il avait été quand même. On n'avait pas vu ce joueur-là, donc voilà. Et après, il n'y a pas de. Je n'ai pas mis de numéro, parce que pour moi, je mets Ibrahimovic dans mes tops. Car je trouve que mine de rien, il a fait un très bon match hier qui aurait dû être ponctué donc d'un super but. C'est lui qui crée la faute pour le carton rouge de Dalbert. Il aimante les ballons, il en perd franchement très très peu. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça que Rebic a autant de place peut-être aussi pour marquer, parce qu'il est souvent délaissé, bon, même si hier ça vient de la part d'une faute de Caceres en défense, dans la défense. Mais Ibrahimovic est un poison pour les défenses. Et souvent, il a 2 joueurs sur lui, ce qui fait que ça laisse de la place pour les autres. Et même si certains d'hier disaient qu'il en avait marre de le voir se plaindre, mais après, ce joueur-là a tellement connu l'excellence que je t'avoue que lorsqu'il envoie des regards à Çalhanoğlu, qu'il y a des moments que l'autre, il tourne la tête, même Bennacer, au bout d'un moment, quand il a passé 2 fois, il n'a pas passé le ballon dans le bon tempo. Mais je pense que de toute façon, pour avoir une meilleure équipe, ça passe aussi par ça, par l'excellence, et Ibrahimovic, mine de rien, est en train d'apporter ça, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit des matchs peut-être aussi d'une meilleure qualité, où on voit un peu plus moins d'erreurs techniques en tout cas, parce que les joueurs se sentent obligés, ça ils l'ont toujours dit, quels que soient les effectifs et les groupes, que quand t'as des mecs comme Ibrahimovic, Ronaldo, Messi, t'es obligé tout de suite de monter ton niveau pour essayer de te mettre au niveau de ces joueurs-là. Oui, sinon tu te prends 2 baffes à la mi-temps. Exactement ça. Mais c'est pour ça. Tout à l'heure, quand tu parlais de Pioli qui avait changé le jeu du Milan, moi je pense que l'impact psychologique de Zlatan avant l'impact sportif, puisque je maintiens. Moi, c'est pas Pioli qui a changé le jeu du Milan, il n'a rien changé du tout ce jour. Très bien, ok. Je pense qu'il y a une autre mentalité. Je pense qu'il y a une autre mentalité. On voit quand même des joueurs qui se battent un peu plus. Et je trouve qu'il y a moins d'erreurs techniques. Après, c'est vrai que Bennacer, comme Castillejo, Rebic, qui a la base de joueur technique, Ibrahimovic, je pense, ont apporté quand même autre chose dans cette équipe, et que quand tu mets des joueurs quand même qui savent jouer au ballon ou qui sont un petit peu mieux, ça apporte tout de suite très vite autre chose. Eh bien, on va voir si Roland est d'accord. Alors, pas tout à fait, notamment sur Ibrahimovic, je suis pas du tout en accord avec ce qu'a dit Nico, mais bon, on en reviendra peut-être plus tard. Moi, pour mes tops, 3e place, j'ai eu un peu de mal à en trouver, mais 3e place, moi je vais mettre Begovic, que j'ai trouvé bon pour son entrée en cours de jeu après que Donnarumma soit sorti sur blessure. D'ailleurs, son premier ballon à Begovic, c'est sur un tir de. J'ai oublié le joueur, mais enfin bref, une reprise, et il sort une super claquette du bout des doigts qui permet au ballon de ne pas finir dans la cage. Donc c'est la 53e. Ouais, pour une première intervention, c'est plutôt pas mal. Et puis derrière, il nous a fait deux autres beaux arrêts assez importants au moment où justement l'équipe commençait à reculer et à laisser le ballon à la Fiorentina. Peut-être dommage sur le penalty où il a la main un peu molle peut-être, et puis il doit lui manquer quelques centimètres, mais il part du bon côté. Mais ouais, surpris pas surpris, mais plutôt content de sa bonne entrée en jeu. Mais j'espère quand même que la blessure de Donnarumma ne l'obligera pas à manquer plusieurs matchs.
Deuxième place, je vais mettre Rebic, parce qu'il a encore marqué. Parce qu'il arrive à apporter quelque chose devant, sans aucun doute en complémentarité avec Ibrahimovic, évidemment. Mais c'est un profil qui est... en fait, c'est le profil qu'on attendait l'été passé quand on l'a recruté. Capable de dézonner, de venir jouer un peu au milieu, d'être bon dans le dernier geste devant la cage. Il a encore été intéressant sur ses appels aussi, sur les courses qu'il propose. Donc il est sur sa lancée depuis le début du mois de janvier, et c'est tout bénef pour nous, de ce point de vue-là. Et première place... Nocerino, vraiment. Ouais, Par contre, avec Zlatan, ouais. ça fait totalement penser à Nocerino à l'époque. Tout à fait. Alors, même si je pense que Rebic a peut-être plus fait dans sa carrière que Nocerino, mais oui, c'est clairement le même type de duo. Et pareil, pour continuer dans les comparaisons, je vais mettre en numéro 1 Bennacer. Et effectivement, ce qui peut être dit sur Verratti, c'est vraiment pareil. On a le même profil, le même gabarit aussi, la même façon de jouer. Et évidemment, il faut prendre des pincettes parce qu'on ne dit pas que Bennacer a le niveau de Verratti, mais il propose le même type de jeu, il a le même volume de jeu, il a aussi cette fâcheuse tendance à se prendre un carton jaune pour pas grand-chose, pour des choses qui pourraient être évitables en tout cas. Mais clairement, Bennacer, c'est un peu la recrue qu'on attendait au milieu de terrain depuis quelques années. Dommage qu'autour de lui, il y ait toujours des Kessié ou des Çalhanoğlu, par exemple. Mais il fait vraiment un bien fou, il oriente le jeu, il récupère des ballons, il est capable de les remonter aussi, de partir en course et de remonter les ballons. Et en tout cas, il a encore montré hier qu'il était indispensable à cette équipe. T'imagines la complémentarité avec Tonali? Ah ça, c'est vrai qu'en plus, Bennacer, si on était resté dans le 4-3-3 qu'on avait au début de saison, qu'on a utilisé en début de saison ou la saison passée, Bennacer aurait pu jouer légèrement plus haut en Mezzala, ce qui faisait déjà Empoli l'an passé, et avec Tonali derrière, c'est vrai que ça aurait été sympathique, mais bon, maintenant ça relève du domaine du rêve, puisque Tonali est estimé à beaucoup de millions. Et je crois qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Hein. Oui, mais bon, Tonali, il a beau être supporter du Milan et apprécier Gattuso et compagnie, s'il a le choix entre venir dans ce Milan qui joue sur une jambe ou partir au PSG ou à la Juve ou je ne sais où, je pense qu'on fera pas le poids. Ça c'est certain, il faut penser à l'évolution du joueur également, et c'est ce qu'on disait sur Romagnoli la dernière fois. À un moment donné, les joueurs ont besoin de franchir des paliers, et s'ils n'en franchissent pas, ils stagnent. Donc c'est bien malheureux, mais on peut souhaiter à Tonali un autre destin que celui de venir au Milan. Ouais. Même si personnellement, techniquement, enfin je veux dire, je le souhaite. Hein, la présence de Tonali dans cet effectif. Mais c'est comme quand je vois Castrovilli hier soir, parce qu'on a parlé de Chiesa, de Cutrone, mais Castrovilli, quel talent! Ouais, depuis quel le début joueur. de la saison. Ouais. Pour moi, c'est le vrai joueur de la Fiorentina. C'est comme ce qu'on disait sur Barella il y a quelques années. Je pense pas que l'Inter regrette. Bon, ils se sont blessés, Barella et Sensi, d'accord. Mais techniquement, c'est pareil. Il y a vraiment du talent en Italie au milieu de terrain et ça se verra sans doute à l'Euro. Aristide, ton top. Alors comme d'habitude, je vais commencer par une mention honorable, puisque j'adore les mentions honorables, et je vais mettre Castillero, qui a fait un match comme à son habitude, je dirais bon, là peut-être un peu moins vu, un peu moins provoquant, dû aussi au fait qu'on subisse un peu plus le match, notamment en deuxième mi-temps. Donc voilà, Castillero toujours régulier et assez imprévisible pour le moment, comme l'a dit Nico, je crois. Troisième place, j'ai mis le petit Gabia. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, je suis surpris que vous l'ayez pas mis, parce que j'attendais à ce que tout le monde mette Gabia, parce que voilà, c'est la petite surprise. Je trouve qu'il a fait un match très solide alors c'était son premier match en tant que titulaire. Hein, il était rentré en tant que remplaçant la semaine dernière suite au cirque de Musacchio. Donc voilà, Gabia qui a été plutôt très solide, qui faisait une bonne paire avec Romagnoli. D'ailleurs, il est sorti à la 74e pour Musacchio justement. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il était un peu juste physiquement ? Est-ce qu'il est blessé ? Ça, j'ai pas pu voir. En seconde place, donc troisième Gabia, seconde place Rebic, vous avez tout dit, on se répète un peu sur lui chaque semaine. C'est vrai qu'il fait des bonnes choses, il y a pas mal de déchets mais il fait des bonnes choses, il s'entend très bien avec Ibra, comme Nocerino s'entendait avec Ibra il y a quelques années, comme Boateng s'entendait aussi très bien avec Ibra, donc voilà, Ibra c'est ce genre de joueur aussi, on l'oublie trop souvent, c'est en plus d'être bon, il fait souvent briller les autres, donc c'est vraiment intéressant qu'il soit venu nous rejoindre cet hiver.
Et enfin, du coup, en première place, vous avez tout dit sur celui que j'ai appelé le mini Marco Verratti la semaine dernière face au Torino, je crois. Donc Benacer qui a déjà reçu un carton jaune à la 12e, comme d'habitude, je dirais. C'est vrai qu'il est coutumier des cartons jaunes en première mi-temps, mais après, je cours, je long, qualité technique, tout y est. Donc vraiment, je me félicite pour une fois qu'on a un joueur à 17-18 millions qu'on surpaye pas et qui fait pour l'instant le travail. Alors je préfère pas trop m'emballer sur ce joueur parce que on avait fait pareil avec Piontek et Paqueta l'année dernière. Finalement, ils ont complètement disparu cette année. Mais c'est vrai que ce joueur-là a des qualités certaines, et en plus d'avoir a priori un bon mental. Ah bah c'est la meilleure recrue du Milan depuis Romagnoli pour moi. Je vois pas. Oui. On se plante tout le temps dans le recrutement depuis 3-4 ans. Là on n'arrête pas. On va me dire que Zlatan c'est une vraie recrue. C'est pas une recrue d'avenir. Zlatan déjà il a fait 2 bons matchs et il apporte mentalement etc. Mais il a 38 ans. Bon. Alors que Benacer on peut s'appuyer sur lui. C'est-à-dire que s'il persiste, s'il confirme, eh bien ça peut durer encore un petit moment. Donc ça c'est très bien. C'est vrai. J'espère juste qu'on lui trouvera des camarades de talent. Et juste pour information, pour tous ceux qui aiment bien les joueurs du Milan et notamment ce joueur, il y a RMC qui diffuse, qui invite Benacer je sais pas ce que c'est vraiment, c'est une sorte de show qui est Le Vestiaire en fait, et c'est diffusé lundi à 19h sur RMC Sport 1. Donc pour ceux qui ont la chaîne, il y aura Benacer qui sera invité, puis qui parlera du Milan, de l'Algérie, etc. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Impeccable. Nico, c'est ton tour pour les flops. Les flops, j'en ai vraiment 2, moi, qui sortent du lot. Là aussi, pareil, on va se répéter. Caissier, inexistant. Le mec, je l'ai pas vu du match. Et pourtant, il y a eu un moment où le Milan a été bousculé. Et même là, on n'a pas réussi à le voir. J'ai beaucoup cru quand même quand il est arrivé. J'ai essayé d'y croire que ce mec-là avait avec le physique qu'il avait, la caisse qu'il avait, que dans ce football italien, il pouvait vraiment apporter quelque chose dans notre équipe. Peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est le Milan qui ne lui convient pas, mais ce joueur-là, il y a vraiment beaucoup trop peu. À l'époque, on avait Kouchka, mais je trouve que Kouchka, même des Muntari, apportait au final plus que Caissier. Même Poli. J'ai du mal quand même. Ah, il hésite. Il aimait hésite, Milan, mais... il aimait le Milan. Après, on peut pas lui enlever ça. Il aimait Ah quand ouais, même. ouais, mention non, mais de Poli, Poli, c'est moi, toujours drôle. tu me prends Poli par rapport à Caissier, je prends Poli. Même l'autre, Ah, mais l'autre jour, quand il a joué contre nous, je le trouvais meilleur que Caissier. Après, voilà, on va prendre le dernier en date, c'est Kouchka. Et je trouve que Kouchka, quand même, apportait beaucoup plus que Caissier. En sachant que Kouchka, en fait, a été mis un peu à la porte. Hein. Il voulait pas partir, hein, Kouchka. La dernière fois, j'ai appris. Et pareil, joueur très apprécié par le virage, qui, quand il y a les matchs à Parme, vient toujours saluer le virage, comme Cotrone l'a fait hier. Donc voilà, Caissier. Et Çalhanoğlu, qui, j'ai trouvé, a fait un bon premier quart d'heure. Et il s'est tout de suite très vite éteint par des mauvais choix. Alors, est-ce que c'est les gros yeux d'Ibra qui, derrière, l'a mis mal à l'aise? J'en sais rien. Mais après, je trouve qu'il a plus ralenti le jeu qu'autre chose. A pas joué dans les bons tempos. Et c'est très vite effacé, malheureusement. Paqueta a eu sa chance l'année dernière. Est-ce que tu dis que Paqueta est largement meilleur que lui? Non. Est-ce que peut-être il faut redonner une chance à Paqueta? Ce qui est dommage, c'est que en fait, tu n'arrives pas à mettre 11 joueurs sur cette feuille de match qui tiennent la route. Est-ce qu'il faut donner du temps de jeu à Bonaventura? Ok, c'est de le mettre derrière Ibra et Rebic. Enfin, derrière Ibra, je ne sais pas si c'est peut-être ta meilleure place. Ou dans ce cas-là, replacer Rebic juste derrière Ibra et mettre Bonaventura sur le côté gauche. Mais il faut faire quelque chose, en tout cas, pour essayer de sortir le problème de Bonaventura n'est pas footballistique, Nico, c'est vrai qu'il est physique. C'est-à-dire que Bonaventura n'est pas remis complètement, en tout cas il n'a pas le coffre pour tenir 90 minutes. On a vu la dernière fois, le week-end dernier, qu'il a fait une très bonne rentrée. On sait tous que footballistiquement c'est incomparable à Çalhanoğlu, il est beaucoup plus fort, ça il n'y a aucun doute là-dessous. Mais le souci c'est qu'il faut qu'il puisse tenir les matchs complets, et ça c'est compliqué. Bien sûr, et pour finir sur comment il s'appelle, c'est qui, c'est Aristide qui dit qu'il est encore chez nous. Biglia est blessé jusqu'à la fin de la saison. Hein. Oui, c'est pour ça. C'était ironique. C'est mais... terminé. De toute façon, on va pas le mettre à la place de Çalhanoğlu. À mon avis, celui-là il va faire comme Montolivo, il va terminer jusqu'à la fin de son contrat là maintenant, parce qu'il a eu une grosse blessure en plus. Donc avant que quelqu'un remette de l'argent dessus. Mais ce qui est dommage avec Çalhanoğlu, c'est que contrairement à Caissier, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de bons matchs, toute proportion gardée. Hein. Çalhanoğlu des fois arrive à se mettre quand même en valeur par rapport à Caissier, où c'est très très rare, je trouve maintenant, depuis un certain temps. Et le problème qu'il y a, c'est que Çalhanoğlu sur 5 minutes, enfin. Je trouve quand même pas durable, quoi. Çalhanoğlu essaye, même si c'est raté, il essaye des fois de faire des trucs quand même. Toi, on est tombé bien bas, hein, vraiment. Non mais évidemment, j'ai arrêté de démolir pour démolir. Des fois, il essaye. En fait. Mais voilà, mais ce qui est dommage, c'est que
quand même à un poste aussi important, on a un joueur comme ça qui hier, je trouve, a cassé beaucoup d'actions offensives du Milan par des mauvais choix ou des passes ratées. Non mais Nico, c'est le même si c'est raté qui m'a fait rire, hein. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est en train de parler du Milan et le même si c'est raté, ça vaudrait des accessites. Donc ouais, je trouve ça formidable, moi. Bon alors Roland, ce qu'on constate quand même, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes noms dans les flops, quoi. Ah oui, bah, de toute façon, vous doutez bien de qui je vais citer. Je vais citer dans mes flops. Euh, Simplement, là, quand on parlait des possibles changements qu'on aurait pu faire hier, c'est vrai que Bonaventura aurait eu sa place, je pense, en fin de match. On lui reproche de garder la balle, et ben c'est justement ce dont on avait besoin hier en fin de match, c'est garder la balle. Parce qu'on la perdait trop rapidement, on l'a balancé devant, et c'est vrai que un joueur comme ça aurait pu, plutôt que de vouloir à tout prix aller devant, sachant qu'on n'a pas les qualités pour faire des contre-attaques correctes, un joueur comme ça aurait été bien pour le contrôle du ballon, alors qu'on commençait à reculer et que la fin de match Après, approchait finalement. On a eu 2 changements pour des blessures entre Donnarumma et Gabbia. C'est vrai. Et Castillero, qu'on a vu quand il est sorti, était complètement HS. C'est je sais pas si je prononce correctement, c'est Saelemaekers, qu'on sait pas réellement ce qu'il vaut encore. Hein. Oui, Il est belge. oui. Donc, D'ailleurs, lui, il est rentré et on l'a pas vu. Hein. À la Non, pas du 80e, ouais. Donc, 2 belles chandelles devant, c'est tout ce qu'on a vu. oui, voilà. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'un Bonaventura pour garder la balle aurait pu être utile. Pour le flop, comme Nico, il y en a vraiment 2 qui sont détachés, mais je vais peut-être mettre en 3e place les 2 latéraux, Conti et Hernandez, que j'ai. En fait, on les a pas vus du match. Ils ont rien apporté devant. Et derrière, qu'est-ce qu'ils ont souffert avec Chiesa qui a encore fait une leçon dans les couloirs, que ce soit à gauche ou à droite. Pareil quand Cutrone est rentré, qui prenait les espaces, même l'entrée de comment il s'appelle, Igor aussi, qui a été difficile à gérer pour Conti. Oui, on parle de la béquille d'Hernandez, qui est d'ailleurs pour moi un geste scandaleux. Et Qui aurait dû mériter rouge quand même. Hein. Il prend un jaune, ouais, il prend un jaune. C'est exactement ce que j'allais dire. Rouge. C'est un geste scandaleux et il est bien heureux de ne pas se prendre un carton rouge là-dessus. Peu importe le passif qu'il y a pu avoir au cours du match, Hernandez s'est fait balader. Voilà, c'est dommage pour lui. Mais comme ça, jeu arrêté, mettre un coup. Enfin, c'est ridicule. C'est à l'image de sa rencontre qui a été compliquée. Les 2 latéraux n'ont pas du tout été dans leur match hier. Sans être dramatique, on les a pas vus du match, quoi. Et donc, pour les 2 premières places, ce sera Kessié et Çalhanoğlu, comme d'habitude. Ça m'a fait rigoler parce que hier, pendant le match, il y a eu une action où Kessié récupère un ballon, c'est en 2e période, en mettant un gros coup d'épaule à un joueur de la Fiorentina, de manière complètement régulière. Il récupère la balle. Derrière, il passe ça devait être Castillero juste à côté, qui lui rend immédiatement. Et Kessié se retrouve face à 2 joueurs de la Fiorentina, et on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il fait une passe, enfin bref, ça finit sur un joueur de la Fiorentina, et la Fiorentina part en contre. Et ce matin, très bien l'action. Et ce matin, en me promenant sur Twitter, je vois un extrait vidéo du match où on parle du tank Franck Kessié avec justement cette récupération de balle avec son gros coup d'épaule. Mais on oublie que derrière, on a perdu la balle dans les 5 secondes qui ont suivi. Donc c'est à l'image de la carrière de Kessié depuis qu'il est arrivé au Milan, je crois. Et on n'oubliera jamais qu'il nous a coûté plus de 30 millions d'euros. Et c'est plus de 30, je crois que c'était 28. Moi. En fait, d'après les chiffres qui sont qui ont été repris sur Transfermarkt, qui est une référence là-dedans sur tout ce qui est transfert, stade de joueurs, ouais. C'est 32, je crois, si je me souviens bien. D'accord. Oh, donc, 32. Tu me diras, Léao, c'est 30. Hein. Oui, non, mais ça reste un exploit. Et effectivement, comme disait Nico. 25, je crois, non oui, ça doit être ça aussi. Mais comme disait Nico. Ensuite, on dit que Tonali est trop cher. Je veux dire, t'imagines ces 3 joueurs, on aurait pu prendre Tonali à la place quand même. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Et pour revenir à ce que disait Nico sur Kucka, que je portais pas du tout dans mon cœur et qui était très limité, il était très limité certes, mais à niveau égal par rapport à Kessié, il a coûté moins cher quand même. Donc finalement,
Voilà, il y a des choix qui prêtent à D'ailleurs, Krunic a discussion. disparu. Hein. Mais Krunic est blessé. Krunic est blessé. Ah, d'accord. Krunic est blessé jusqu'à la fin de la saison aussi, non? Ou... Ah oui, Je crois j'ignorais. que j'ignorais. c'est pas jusqu'à la fin de la saison, Ouais, mais j'avais c'est une grosse oublié blessure qu'il a quand même. Hein. Je crois il a au moins un mois ou deux. Hein. Ouais, c'est un gros truc et c'est dommage parce que Krunic qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds pour être sur le banc, bah il faisait des bonnes, je trouvais qu'il faisait des bonnes entrées en jeu et qu'il jouait bien lorsqu'il était aligné à la place de caissier. Et Çalhanoğlu, bah comme d'habitude, hein, il a fait son bon match il y a quelques temps là quand il avait marqué un doublé, je me souviens plus contre qui c'était déjà. Le Taureau. Oui, c'était ça, voilà, contre le Torino. Et bah il a fait son bon match trimestriel, semestriel, je sais pas. C'est ça. Ça doit être En quelque, gros, c'est ça doit être quelque chose comme ça. Pendant 2 ans, on nous a dit qu'il jouait pas à sa place, qu'il n'était pas bon à l'aile gauche, qu'il fallait le faire jouer au milieu de terrain. On l'a fait jouer au milieu de terrain, il n'était pas bon. Mais au milieu de terrain, c'était pas sa place. Il fallait qu'il soit numéro 10 derrière l'attaquant. Et ben voilà, il est derrière l'attaquant, il est toujours aussi mauvais. Donc voilà, on est habitué à force avec lui. Et je soulignerai sa formidable reprise à l'entrée de la surface qui finit en touche. C'était un grand moment du match hier. J'ai cru revoir Mbaye Niang il y a quelques années. C'était d'ailleurs contre le Torino, je crois, qui avait envoyé une formidable reprise du pied gauche. Ça aurait pu finir dans la lucarne, mais ça a préféré finir en touche. Et Çalhanoğlu nous a fait la même hier. Et c'était beau cet hommage d'un grand joueur à un autre grand joueur. Voilà. Mais il m'avait semblé, je sais plus si c'est au mercato d'hiver ou l'été dernier, qu'un club allemand était intéressé. Et j'ai pas compris qu'on l'ait pas vendu. Ou alors c'était une rumeur infondée, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs par rapport à l'Allemagne. Et lui, on sait que il est né en Allemagne. C'est là où il a grandi footballistiquement aussi. On sait qu'il veut y retourner. D'ailleurs, il a dit qu'il voulait jouer au Bayern à terme. C'est vrai que ça va être compliqué. Mais j'ai aussi vu passer ce matin, je sais pas trop quoi, qu'ils allaient commencer à discuter d'une potentielle prolongation de Çalhanoğlu. Ah, yes. Je vous cache pas, Ah, je vous c'est cache pas que j'en viens à regretter Keisuke Honda. Voilà. Ouais, qui était pas terrible non plus, mais bon, parce qu'il nous a exaspéré celui-là aussi par sa nonchalance et son indolence. Ah oui, bah complètement. Mais et puis son côté aussi feuille morte, parce qu'il était frêle, c'est pas possible, un coup d'épaule il volait. Enfin, je vais pas refaire l'histoire, parce qu'Aristip attend encore depuis un quart d'heure, il est patient. Pardon. Aristip, on a bien épilogué, hein, c'est vrai que là, bon courage pour ajouter quelque chose, à moins que tu aies un nouveau nom à nous sortir du chapeau, je ne sais pas. Alors non, j'ai pas un nouveau nom. J'étais plutôt pas d'accord avec Nico la semaine dernière quand il avait mis Hernandez dans son flop. Je le trouvais un peu dur. Mais là, cependant, je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Roland. Les latéraux et plus particulièrement Hernandez que j'ai trouvé en difficulté aujourd'hui. Donc je l'ai mis en 3ème place de mon flop. Et offensivement imprécis. Voilà, défensivement en difficulté, offensivement imprécis. Il a pris pas mal le bouillon par Chiesa en première mi-temps, enfin même en seconde. Il se prend un jaune à la fin qui aurait pu mériter rouge, vous avez un peu tout dit. Et puis je vais conclure très vite sur les flops parce que vous avez tout dit. Après, en 2 et 1 ou 1 et 2, peu importe l'ordre, on met toujours notre super duo de magiciens que sont Kessié et Hakan Çalhanoğlu qui se battent de journée en journée pour les pires performances du championnat, quoi. C'est vraiment terrible d'avoir 2 joueurs comme ça dans notre effectif. À noter qu'ils sont très copains les deux en plus. Hein. Ah, ils ont l'oreille, ça a l'air de. Ah, bah oui, Ah bah, vu bien. comment ça combine, comment ça combine au football, ils peuvent bien s'entendre, ça c'est clair. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Donc voilà pour le flop 3 Hernandez, 2 Kessié, 1 Hakan ou l'inverse. Tiens, bah Aristip, t'as qu'à enchaîner avec ton mot de la fin, du coup. Et bah pour mon mot de la fin, je vais parler de ce que j'ai vu sur les forums d'ACM Zone cette semaine et de ce qui se prépare un peu pour l'été prochain, puisque bon, comme on le sait à peu près tous, cette saison est à peu près finie, à part, enfin en termes de résultats du moins, mais effectivement le seul objectif de cette saison c'est de reconstruire pour être prêt l'année prochaine ou pour commencer un semblant de football l'année prochaine. Et j'ai vu pas mal de choses circuler sur des noms possibles d'entraîneurs et que Boban et Maldini étaient en train de chercher un entraîneur, notamment en Allemagne, etc. Et j'étais plutôt étonné, enfin peut-être pas étonné, mais plutôt en désaccord avec certaines personnes du forum qui se réjouissaient de cela, en fait, d'un changement d'entraîneur l'année prochaine et en profitaient pour dire que Pioli n'avait rien à faire avec ce Milan, sur le banc, etc. J'étais plutôt en désaccord. Pourquoi ? Parce que je trouve que Pioli, depuis qu'il est arrivé, alors
plus qu'avoir changé le système et être passé du 4-3-3 au 4-4-2, je trouve qu'il a vraiment rassemblé. Aujourd'hui, il semble que Milan est enfin une équipe, ou du moins un semblant d'équipe. Je trouve qu'il y a une cohésion et puis il y a une atmosphère qui est plutôt positive qui se crée au sein de ce groupe. Alors ça coïncide effectivement avec le retour d'Ibrahimovic, mais voilà, je trouve que les résultats sont pas toujours à la hauteur en termes de points pris, mais je trouve que, comme l'a dit Nico en début d'émission, le jeu est quand même beaucoup plus plaisant et on s'endort beaucoup moins qu'avant. Qui a encore quelques mois sous Gianpaolo et même sous Gattuso. Donc voilà, ça fait quelques mois que Pioli est là, 2-3 mois. Je trouve que l'équipe s'améliore en termes de jeu, de résultats. Et si Pioli arrive à continue à faire de belles choses, parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'on est à 10, 13, allez peut-être 13, 14 points de l'Atalanta aujourd'hui, qui est quatrième et dernier qualifié pour la Champions League, donc en gros c'est fini. Donc Pioli au mieux pourra se qualifier pour l'Europa League, ça sera une compétition qu'on joue, dès qu'on la joue, on la joue mal, ou sinon on se fait exclure. Mais voilà, si Pioli continue à faire des résultats probants comme ça et qu'il se qualifie 5, 6, 7e, peu importe, à l'issue de la fin de saison, je suis pas certain et j'ai pas vraiment envie que cet entraîneur parte, parce que je trouve que si les résultats continuent à suivre et si on continue à faire ce qu'on fait depuis quelques mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de saison avec cette cohésion d'équipe et ces résultats, moi je serais totalement pour Gatti Pioli l'année prochaine. Alors après j'ai mis des réserves parce que effectivement l'année dernière à la même époque, Gattuso enchaînait les bons résultats, puis finalement l'équipe s'était complètement écroulée en fin de saison. Montella avait aussi eu il y a 2 ans un regain de forme et un semblant de cohésion avec cette équipe de Milan pour finalement s'écrouler. Donc évidemment, je reste sur mes réserves concernant Pioli, mais s'il continue comme ça, je vois pas pourquoi on s'en séparera l'été prochain. Allez Nico. J'avais peur que tu m'aies volé mon mot de la fin, mais au final, moi, c'est sur l'entraîneur, parce qu'en fait, il y a un nom qui circule, c'est Rangnick, l'ancien entraîneur de Leipzig, donc un Allemand, qui travaille toujours dans la galaxie Red Bull. Et Maldini, en fait, donc c'est un nom qui apparemment plairait beaucoup au fond Elliott et surtout à Gazidis, car il a l'habitude de travailler apparemment avec des effectifs assez jeunes. Et Est-ce qu'il est aussi génial que Gianpaolo? je ne sais pas s'il est si génial que Gianpaolo, mais en tout cas, c'est un gars qui surtout joue un football très spectaculaire. Voilà. Comme Gianpaolo quand il est arrivé. Soi-disant, moi je n'ai jamais vu le football spectaculaire de Gianpaolo Aristide va être content. dans ses équipes passées. Est-ce qu'il y a plus de Mais 10 buts moi, par match? avec Leipzig, apparemment, il a marqué pas mal. Mais surtout, voilà, c'est quelqu'un qui a su aussi, apparemment, qui a permis à beaucoup de joueurs d'exploser. Et je t'avoue que moi, Maldini est complètement contre ce nom. Il n'arrête pas de le dire en conférence de presse dès qu'on lui donne un micro. Certaines rumeurs donc d'Italie, d'Allemagne disent qu'apparemment ça discute sérieusement. D'autres disent le contraire, que Rangnick va prendre un club, mais ce sera pas le Milan. Mais quoi qu'il arrive, ça prouve quand même qu'il y a donc grosse mésentente déjà sur le choix du coach, parce que Maldini le dit clairement à l'antenne, en direct, qu'il n'en veut pas. Le fond Elliott apparemment quand même discute, et Gazidis a dit que c'était un nom qui était intéressant. Donc ça veut dire quand même que quoi qu'il arrive cet été, ça risque encore peut-être de bouger au Milan AC, quoi qu'il arrive, que déjà ça prouve aussi quand même que Maldini Boban, malgré ce qu'on avait dit lors de l'émission, apparemment sont quand même n'ont pas du tout la même vision des choses, et peut-être qu'on va peut-être voir ces gens peut-être partir si au final on leur impose des choses qu'ils ne veulent pas. Après, moi, Pioli, je reste à dire que quoi qu'il se passe, même si Milan arrive à finir 5e, dépasser la Roma, parce que la 4e place, faut pas rêver non plus, hein. Je pense que c'est même pas je pense, il ne faut pas continuer avec cet entraîneur-là. Il va falloir prendre quelqu'un et essayer de voir sur du long terme. Quand je dis long terme, pour un entraîneur, c'est déjà 3 ans, ce sera déjà pas mal. Et surtout, prendre un vrai coach un bon coach, soit un gars qui a de la renommée, qui puisse imposer ses choses, soit dans ces cas-là, un mec comme Rangnick qui a fait ses preuves déjà dans le passé, parce que Rangnick aussi, surtout, c'est un gars qui a qui a un agenda assez fourni de la galaxie Red Bull, donc qui demain, et tous les gens travaillent aussi avec lui, donc on pourrait lui proposer aussi des noms de joueurs très intéressants. Donc c'est pour ça, et je pense moi surtout qu'actuellement le Milan va mieux, car je pense que Ibrahimovic a généré un déclic mental dans cette équipe, et c'est mon avis. Je pense qu'il y avait Pioli au mois de décembre, on a quand même pris un 5-0 avant de partir en vacances de Noël.
en étant complètement minable. Et c'est l'arrivée d'Ibrahimovic qui, je pense, a complètement changé quelque chose et que des joueurs ont décidé au moins de se battre sur le terrain et que ça change beaucoup de choses parce que mine de rien, il y a quand même des joueurs qui ont un minimum de niveau dans cette équipe. Et on a vu aussi des mecs comme Benacer être titulaire indiscutable et jouer avec continuité, pas un coup Biglia, un coup lui, ou des mecs comme Rebic qu'on n'avait pas du tout vu, qu'on se rend compte quand même qu'ils ont du talent et on a poussé un Piątek dehors qui marquait pas un but et on voit plus beaucoup Léo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fait que le Milan va mieux et je pense pas que c'est Pioli qui va beaucoup mieux, qui fait que ça aille beaucoup mieux, mais surtout l'arrivée d'Ibrahimovic et de faire des choses assez simples en finale en mettant des joueurs, les meilleurs joueurs sur le terrain. Je rebondis simplement avant de donner la parole à Roland en disant que finalement on a perdu beaucoup de temps, on aurait mieux fait de garder Gattuso. Je reste convaincu que l'exclusion de Gattuso, qui avait en plus un vrai état d'esprit, et on l'a vu quand il est parti, notamment les déclarations, je crois, ont calmé beaucoup de supporters, valait beaucoup mieux que ce qu'on a eu après. Gianpaolo et Pioli finalement n'ont pas révolutionné le Milan, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire, et la continuité avec Gattuso et peut-être des meilleurs joueurs nous aurait pas amené plus bas, je rappelle, qui finit au pied du podium l'année dernière Gattuso, donc bien meilleur que les entraîneurs actuels. Roland, c'est à toi. Oui, mon mot de la fin, ça va être pour parler de la Primavera du Milan, qui avait été relégué l'été dernier en deuxième division, après une saison qui avait été relativement catastrophique, marquée aussi par le peu d'intérêt de la direction sportive du club sous Leonardo pour le cas des équipes réserves, la potentielle mise en place d'une équipe réserve aussi en Série C. Et donc finalement, le Milan cette année qui était entraîné par, qui a été pris en charge par Federico Giunti, s'est déjà qualifié, ancien joueur, qui avait marqué, si je me souviens bien, lors du fameux derby 6-0 de 2001, entre autres. La Primavera donc a déjà assuré sa montée ce week-end en gagnant contre la Spal, qui était deuxième du championnat. Qui prend donc le Milan prend donc 13 points d'avance, sachant qu'il reste 4 journées, donc mathématiquement c'est fait. C'est déjà, je pense, une bonne chose de revoir l'équipe réserve jouer en première division. Ça permettra d'avoir des oppositions plus intéressantes, puisque cette année en 18 matchs la Primavera n'avait pas perdu une seule fois, ça fait 16 victoires et 2 matchs nuls, donc il serait temps d'avoir un peu d'opposition en face. Et j'espère qu'à terme, on verra des joueurs sortir de ce groupe-là pour intégrer l'équipe professionnelle. Il y en a eu 2 cette saison avec le capitaine Brescianini qui a déjà 20 ans, donc ça commence à faire un peu tard et qui n'a toujours pas eu droit à son premier match en pro. Et Daniel Maldini, évidemment, qui a joué il n'y a pas très longtemps contre le Hellas, même si ça a duré 2 minutes seulement. Et Gabia Gabia, oui, mais qui est plus du groupe de la Primavera depuis quelques temps maintenant. Je sais plus quel âge il a, Gabia, mais il doit avoir déjà 21 ans ou quelque chose comme ça. Ah d'accord. Ouais. Qui avait déjà été prêté l'an passé. Mais voilà, donc la Primavera remontera en première division si on veut la saison prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle et espérons que ça reste comme ça pour la suite. Et moi, mon mot de la fin portera sur un petit échange intéressant que j'ai eu avec Tom cette semaine, puisqu'il y a une vraie curiosité du côté de la Première Ligue, les effets, les conséquences du Brexit. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. On entend de plus en plus parler de quotas sur. Alors, vous savez qu'ils ont fait le vote du Brexit. Je ne vais pas faire de politique, bien sûr, mais le vote du Brexit a été motivé en grande partie par l'immigration. Donc, on pense que la Fédé anglaise qui va retrouver les mains libres, évidemment, qui s'affranchit de la tutelle de l'Union européenne, va retrouver les mains libres et donc pouvoir décider si elle impose ou non des quotas de joueurs étrangers. Ça fait partie visiblement de leurs intentions, donc on va voir ce qui va se passer. Ce sera évidemment progressif. J'ai apprécié déjà de retrouver une équipe d'Angleterre en demi-finale du dernier mondial, avec la plupart de ses joueurs sauf Pickford qui faisait partie du Big Four. Donc ce sera intéressant de voir si l'Angleterre retrouve des couleurs, et si ça bénéficie encore à l'équipe nationale, s'ils réussissent à proposer un championnat attrayant, non pas en excluant les étrangers parce que c'est pas le but, mais en augmentant le nombre de locaux dans leurs équipes et en gardant bien sûr les meilleurs étrangers, puisque l'un n'est pas exclusif de l'autre. Et je vais suivre ça avec intérêt, puisque ça pourrait être un championnat laboratoire en vue de choses qui pourraient se passer dans quelques années. Et moi, ça me réjouit de voir un championnat qui pourrait retrouver enfin des nationaux en nombre dans les gros clubs. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point, comme tout le monde le sait, donc je vais suivre ça avec intérêt. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ciao. Salut.